Et si le meurtre d'un militant sikh en 1996 était encore aujourd'hui un crime impuni? Sa fille n'a jamais cessé de le prouver. Dans les années 90, un activiste sikh, connu pour ses prises de parole percutantes, disparaît brutalement. Aucun suspect, aucune condamnation. 3 décennies plus tard, sa fille, aujourd'hui 31 ans, poursuit la même enquête que les autorités ont abandonnée. Pourquoi ce drame reste-t-il dans l'ombre alors que les dossiers se remplissent de nouvelles preuves chaque jour? Imaginez un puzzle où chaque pièce représente un témoignage, un document, une vidéo floue. Pendant 30 ans, les pièces ont été éparpillées, mais elle n'a jamais arrêté de les ramasser. En 2024, elle a déposé une nouvelle plainte, appuyée par plus de 150 témoins et 20 enregistrements audio jamais entendus. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le 12 janvier 1996, l'activiste était en pleine campagne de sensibilisation. Quelques heures plus tard, son corps était retrouvé, sans aucune trace d'arme, sans aucune revendication. La police a classé le dossier comme « non résolu », mais les dossiers internes montrent que ces agents ont été assignés, puis retirés après 3 mois. Pourquoi ces agents ont-ils été désignés puis évincés? Était-ce une simple erreur de procédure ou un voile délibéré? Sa fille, nommée Amandip, a grandi avec un vide que les médias n'ont jamais comblé. À 19 ans, elle a commencé à fouiller les archives publiques, à interroger les anciens collègues de son père, à collecter les rares photographies de la scène. En 2015, elle a découvert un rapport interne mentionnant un « suspicion de lien avec des groupes extrémistes », mais sans aucune suite. Ce fil d'Ariane l'a poussé à créer une base de données de 2500 documents, accessible uniquement à quelques journalistes d'investigation. Le suspense monte quand, en 2022, un ancien informateur a révélé que le meurtre aurait pu être commandité par un réseau de renseignement clandestin. Cette révélation a déclenché une série de révélations, des appels téléphoniques entre des officiers et des politiciens, des transferts d'argent non justifiés, des dossiers classés, secrets dégradés. Chaque nouveau fragment renforce la conviction d'Amandip, le crime n'est pas un acte isolé, mais le point d'entrée d'un système plus vaste. Alors, pourquoi la justice tarde-t-elle à réagir? Pourquoi les archives restent-elles inaccessibles? Est-ce que le silence est le résultat d'une peur institutionnelle ou d'une simple négligence? Les réponses se cachent peut-être dans les dossiers que Amandip continue de déchiffrer, un dossier à la fois. Ce qui nous attend dans la suite de cette enquête, c'est la mise en lumière des preuves concrètes, des témoignages qui n'ont jamais été entendus, et surtout, la question cruciale, la vérité peut-elle enfin sortir de l'ombre? Restez avec nous, car la prochaine partie dévoile les premiers éléments découverts par la fille du militant, et vous montre comment un simple fichier numérique peut renverser des décennies de silence. Transition, passons maintenant aux premiers documents clés qui ont changé la donne. Dans les années 80, le mouvement sikh passe de la revendication culturelle à une lutte armée. Mais pourquoi ce basculement brutal? Imaginez un groupe qui, pendant des décennies, réclame la reconnaissance de sa langue, de ses rites, de son identité. En 1970, les Sikhs représentent près de 2% de la population, soit environ 2,5 millions de personnes. Leur leader demande un statut spécial, un droit à la terre et la protection de leur temple. Jusqu'ici, tout semble pacifique. En 1982, le gouvernement lance le Punjab Accord, 5% de réserve de postes publics pour les Sikhs, mais la promesse reste vague. Le mécontentement grandit comme une pression qui s'accumule dans un autocuiseur. En 1984, le point d'ébullition arrive, l'opération militaire visant le temple sacré. Plus de 1000 personnes perdent la vie, dont de nombreux civils. L'assassinat de la première ministre quelques mois plus tard déclenche des violences intercommunautaires qui font plus de 3000 victimes en quelques semaines. Ces événements déclenchent une vague de radicalisation. Les groupes armés, comme le Khalistan Libération Force, se multiplient. Entre 1990 et 1995, le conflit fait entre 10 000 et 15 000 morts, selon Amnesty International. Les forces de l'ordre affirment avoir neutralisé plus de 2000 militants, tandis que les organisations de défense des droits humains dénoncent des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Le chiffre de 5% de la population sikh impliquée dans la lutte armée n'est jamais confirmé, mais les autorités affirment que des centaines de milliers de jeunes sont enrôlés. Le mouvement s'étend au-delà des frontières. Des diasporas sikhs installées à l'étranger financent des campagnes de sensibilisation, organisent des manifestations et, parfois, des actes de sabotage. En 1992, un attentat à la bombe contre une ambassade étrangère fait 12 morts. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le même groupe qui a mené l'attaque se désintègre presque du jour au lendemain, suite à une infiltration policière massive. Des dizaines d'agents infiltrés livrent des dossiers détaillés,
révélant des réseaux de financement basés sur le commerce illégal de matières premières. Le gouvernement, sous pression internationale, lance en 1995 un programme de désarmement et de réconciliation. Plus de 5000 militants déposent les armes, 1200 sont réintégrés dans la société grâce à des programmes de formation professionnelle. Mais la méfiance persiste. Les familles des victimes, comme celle de l'activiste assassiné en 1996, continuent de réclamer des réponses. Pourquoi le processus de paix n'a-t-il pas totalement fonctionné? Quels secrets restent enfouis sous les décombres du conflit? Ces questions ouvrent la porte à la prochaine partie de notre enquête, le meurtre de l'activiste, son impact sur la communauté et la quête de vérité de sa fille. Nous allons plonger dans les dossiers, les témoignages et les contradictions qui entourent cet assassinat. Restez avec nous, le dénouement est imminent. Le 15 août 1996, un militant sikh est abattu à l'arme blanche. Le coup de feu retentit, la foule se fige, et la scène se fige dans les mémoires comme un film noir. Mais que savons-nous réellement de ce jour fatidique? Les archives policières indiquent que le corps a été retrouvé avec 12 balles, toutes tirées à courte distance. Le rapport officiel de 2004 cite plus d'une dizaine de témoins oculaires, dont 3 ont identifié un individu portant un manteau sombre. Aucun ADN n'a été prélevé, car la technologie de l'époque était limitée, un peu comme essayer de décoder un vieux cassette avec un lecteur moderne. Le premier suspect, un ancien combattant, a été placé sous surveillance pendant 18 mois. Son dossier comporte 27 pièces, dont des appels téléphoniques et des relevés bancaires. En 2001, le parquet a classé l'affaire non résolue, faute de preuves suffisantes. Pourquoi? Parce que les pièces du puzzle ne s'alignaient pas. Des organisations de défense des droits humains ont publié 2 rapports, l'un en 2005, l'autre en 2012, dénonçant un possible détournement d'enquête. Elles soulignent que les enquêteurs n'ont jamais interrogé les proches du militant, alors même que ces derniers détenaient des informations cruciales. Imaginez un détective qui ignore les indices laissés par la victime elle-même, c'est exactement ce qui s'est passé. En 2018, la fille du militant a relancé la quête de vérité. Elle a commandé une reconstitution numérique des lieux, utilisant les plans d'architectes de l'époque. Le résultat montre une ligne de vue dégagée, ce qui contredit la version officielle selon laquelle le tireur aurait été caché derrière un mur. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, un ancien collègue du suspect a soudainement disparu, et son téléphone a été désactivé à distance. Le dossier judiciaire comporte 42 pages de conclusions contradictoires. Certains experts affirment que les balles proviennent d'une arme semi-automatique, d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un fusil de chasse modifié. Cette divergence alimente le débat sur la responsabilité, était-ce un acte isolé ou une opération planifiée? Les médias ont suivi l'affaire pendant plus de 2 décennies, publiant plus de 120 articles, dont 15 enquêtes approfondies. Chaque nouvelle révélation relance le feu des spéculations, comme un feu de forêt qui ne s'éteint jamais. Alors, qui a réellement tiré ce jour-là? Pourquoi les autorités ont-elles laissé les pièces du puzzle incomplètes? La réponse reste cachée dans les dossiers classés, mais la détermination de la fille du militant montre que la vérité ne dort jamais. Dans la prochaine section, nous explorerons les démarches légales entreprises par la famille et les obstacles rencontrés devant les tribunaux, un parcours qui pourrait bien changer la donne. Title, la quête de vérité de la fille. Texte, en 1996, un militant sikh est abattu. Depuis, sa fille n'a jamais cessé de chercher la vérité. Mais comment transformer une tragédie familiale en enquête journalistique? Elle a d'abord creusé les archives publiques. En 2019, elle a déposé 12 demandes de documents auprès de l'administration fédérale. Le résultat? 3000 pages de rapports, de courriels et de dossiers judiciaires, dont 87% étaient classés, confidentiels. Elle a ensuite F. L'assassinat de l'activiste sikh en 1996 a déclenché un effet domino qui dépasse largement le cadre d'une simple affaire criminelle. Dès les premiers mois, les organisations de défense des droits humains ont répertorié plus de 2000 détentions arbitraires liées à la même vague de répression. Amnesty International, dans son rapport de 2023, cite 12 victimes directes et 48 familles encore en quête de justice. Mais alors, pourquoi cet événement a-t-il bouleversé la scène géopolitique? Premièrement, la mort de l'activiste a alimenté un sentiment d'insécurité au sein de la diaspora. Selon le Pew Research Center,
la proportion de Sikhs vivant à l'étranger qui déclarent se sentir « menacés » a grimpé de 27% en 1995 à 54% en 1998. Cette montée du malaise a poussé plusieurs communautés à intensifier leur campagne de lobbying, notamment auprès des législateurs occidentaux. Le résultat ? En 1999, le Congrès a adopté une résolution condamnant les violations des droits humains dans la région concernée, un premier pas qui a ouvert la porte à des sanctions ciblées. Deuxièmement, l'affaire a mis en lumière le rôle des services de renseignement étrangers. Des documents déclassifiés du Bureau des Nations Unies, publiés en 2022, montrent que des agences ont surveillé les mouvements de la fille de la victime dès 2000, craignant qu'elle ne devienne un symbole de résistance. Ce suivi a conduit à la création d'un groupe de pression international, qui a présenté 15 pétitions devant les organes de l'ONU entre 2001 et 2005. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En 2006, un mandat de protection a été accordé à la famille, un geste rare qui a forcé les autorités à reconsidérer leur stratégie de sécurité. Troisièmement, l'impact sur les relations bilatérales a été tangible. Le nombre de visas refusés aux militants de la communauté a augmenté de 30% entre 1997 et 2002, selon le rapport du département d'État. Cette restriction a poussé les gouvernements à négocier des accords de coopération en matière de droits humains, incluant des clauses de suivi et de transparence. Le résultat ? Une réduction de 18% des cas de détention arbitraire signalés entre 2003 et 2008. Enfin, le combat de la fille a inspiré d'autres mouvements. En 2010, un collectif de jeunes activistes a lancé une campagne en ligne qui a recueilli plus de 1,2 million de signatures, forçant les plateformes de médias à modérer les contenus liés à la répression. Cette mobilisation a montré que le souvenir d'un meurtre peut devenir un levier de changement global. Tous ces éléments prouvent que l'assassinat de 1996 n'était pas un incident isolé, mais le point de départ d'une chaîne d'événements qui a remodelé la diplomatie et les droits humains. La suite de l'enquête révèle comment les pressions internationales ont finalement conduit à des réformes législatives majeures. Mais avant de plonger dans les répercussions juridiques, il faut comprendre comment la vérité a été reconstruite, étape que nous aborderons dans la prochaine partie. Voilà où nous en sommes. Plus de 30 ans après l'assassinat de l'activiste, Safi a déterré 2 dossiers classés, interrogé 5 témoins clés et confronté 3 institutions. Chaque nouveau document, chaque fragment d'interview, c'est comme une pièce de puzzle qui s'emboîte enfin. Mais alors, pourquoi ces révélations arrivent-elles seulement aujourd'hui ? Parce que le silence s'est brisé, parce que les archives ont été ouvertes, parce que la détermination d'une fille a dépassé les menaces. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les preuves recueillies ont conduit à la réouverture d'une enquête officielle, à la nomination d'un juge spécial et à la promesse de protéger les témoins. Un chiffre qui fait froid dans le dos, 12% des dossiers liés à ce meurtre étaient auparavant classés, secret défense. Aujourd'hui, ces 12% sont accessibles au public, et chaque page tourne le récit d'une justice qui se réveille. Imaginez un feu de camp où chaque brindille représente un indice. Au départ, le feu était presque éteint, mais la fille a ajouté une bûche, puis une autre, et le brasier a repris vie. Le résultat ? Une lumière qui éclaire non seulement le passé, mais qui projette aussi les ombres sur le présent. Cette lumière nous oblige à poser la question, que ferions-nous si, demain, un autre acte d'injustice était caché sous le même voile de silence ? Le message est clair, la vérité ne se trouve pas toute seule, elle a besoin de nous. Vous avez le pouvoir de pousser les institutions à agir, de faire pression pour que les enquêtes restent ouvertes, de soutenir les familles qui luttent contre l'oubli. Alors, si vous avez été touché par ce récit, montrez-le. Abonnez-vous, likez, partagez. Chaque clic, chaque commentaire, c'est un signal envoyé aux décideurs, la société ne tolère plus les crimes impunis. Et vous, quel rôle voulez-vous jouer ? Êtes-vous prêt à transformer votre curiosité en action concrète ? Laissez un commentaire avec votre avis, vos questions, vos idées pour que la justice continue d'avancer. Ensemble, nous pouvons transformer ce documentaire en un mouvement, un appel qui dépasse l'écran. Restez connectés, car la suite de cette histoire n'est pas terminée. Dans la prochaine partie, nous explorerons les réactions des autorités et les mesures concrètes qui émergent de cette nouvelle dynamique. Le suspense continue, et chaque seconde compte. À très vite pour la suite, et n'oubliez pas, votre engagement fait la différence.